Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier Agnès et Marc-André pour cette invitation. C'est assez inhabituel quand on est chercheur. Donc Agnès l'a dit, je travaille au Biozentrum, qui est simplement le département de biologie de l'Université de Bâle. Et actuellement, je fais plutôt de la microbiologie quantitative que de l'évolution expérimentale. Mais comme le sait Marc-André, j'ai un enthousiasme assez immodéré pour ces approches. Et il m'a donc donné l'occasion d'essayer de partager cet enthousiasme avec vous. Donc, j'ai choisi de commencer plutôt que par une définition, par un exemple de ce qui est sans doute l'expérience d'évolution la plus célèbre, qui s'appelle formellement l'expérience d'évolution de long terme, menée par Richard Lenski dans le Michigan. La plupart des gens l'appellent l'expérience de Lenski. Donc, c'est une expérience qui, sur le papier, est très simple. Vous prenez une souche de la bactérie qui est sans doute l'organisme modèle le mieux étudié, Escherichia coli, et vous la placez dans un milieu défini, donc un milieu minimum synthétique, très pauvre en glucose, à peu près 100 fois moins de glucose que ce qu'on va utiliser en routine. Et chaque jour, vous allez faire une dilution d'un facteur 100 une fois que la culture a atteint une phase stationnaire. Et vous recommencez. Donc pour que cette expérience soit intéressante, il y a un certain nombre de prérequis, j'y reviendrai plus tard, mais un point important, c'est que régulièrement dans l'expérience, des échantillons sont stockés simplement par congélation à moins 80, et ça constitue ce qu'ils appellent une archive fossile. Et un autre point important est que il faudrait, pour que cette image soit plus complète, avoir en fait 12 réplicas de ces transferts, puisqu'il y a 12 lignées qui sont propagées en parallèle. Voilà, donc l'expérience a commencé en 1988. Aujourd'hui, on est à plus de 60, presque 70 000 générations. Donc voilà, ça constitue à ce titre un exemple assez unique d'expérience d'évolution en environnement contrôlé. Donc ici, je vous ai décrit comment les éléments de l'évolution dans cette expérience, mais un autre aspect qui est important finalement, c'est de pouvoir quantifier les processus en jeu. Et pour ce faire, ces chercheurs, donc il faut se replacer en 88, ils n'avaient absolument aucune idée. Je pense qu'ils auraient de leur vivant la possibilité de faire les analyses génomiques, enfin génétiques, génomiques et métagénomiques que j'espère pouvoir vous présenter à la fin. Donc ils étaient très intéressés par des aspects plus écologiques, on va dire, et ils ont défini la valeur sélective de ces souches évoluées par une grandeur qui est la fitness en compétition. Donc si on se place dans un cadre mathématique très simple où on a une population qui croît exponentiellement, vous reconnaissez que cette équation dit simplement qu'après une journée, la taille de population N1 va être la taille de population une journée plus tôt, N0, et en prenant en compte donc une croissance exponentielle décrite par cet intervalle de temps qui a eu lieu et le taux de croissance qu'on appelle parfois taux de croissance malthusien. Voilà. Donc on peut facilement, si on connaît N1, N0 et DT, on peut facilement calculer ce taux de croissance expérimentalement. Et ils ont défini la fitness en compétition comme le rapport des taux de croissance des deux souches que l'on met en compétition. Donc la plupart du temps, cela consiste à comparer ou à mesurer la fitness d'une souche évoluée par rapport à l'ancêtre. Et on peut le faire, bien sûr, pour différentes souches évoluées. Et je n'ai pas mis ces équations ici pour vous torturer, mais simplement pour vous convaincre que si vous faites une expérience très simple, qui consiste à mélanger donc la souche ancêtre et la souche évoluée dans un rapport 1-1, et que vous étalez cette culture en utilisant un marqueur en fait, pour pouvoir distinguer les deux types ou les deux souches, et que vous comptez le nombre de colonies de chaque type au début de la croissance et après une journée, vous pouvez à partir de ces 4 nombres facilement calculer la fitness. Voilà, donc cela requiert un marqueur phénotypique dont on a besoin qu'il soit sélectivement neutre. Et dans le cas de l'expérience de Lenski, c'est la capacité à métaboliser l'arabinose qui peut être visualisée par un simple indicateur coloré. Et je vais garder le suspense presque entier par rapport aux résultats aux avancées qu'a permis cette expérience, mais je voudrais quand même déjà mentionner qu'en fait elle est particulièrement connue parce qu'elle a réservé plusieurs surprises. Une des surprises, c'est qu'après presque de 70 000
génération, l'augmentation de la fitness dans cette expérience continue. C'est ce qu'on va voir plus en détail ensuite. Qu'il y a, alors qu'on est dans un cadre écologique extrêmement simple, où la culture est agitée, où il n'y a pas de structure spatiale, de nombreux cas de coexistence stable ont été rapportés dans ces lignées. Et enfin, ça constitue, à ma connaissance, le seul cas d'évolution expérimentale dans lequel une innovation phénotypique majeure, dans ce cas la capacité à utiliser un nouveau nutriment, le citrate, a été observée et documentée. Voilà, donc si on prend un petit peu de recul, donc je vais utiliser aussi souvent que possible dans la suite de cette présentation le cas de l'expérience de Lenski pour vous présenter certains aspects de l'évolution expérimentale, puisque j'ai pris le temps de la décrire en détail. Mais si on prend un petit peu de recul et qu'on essaye de s'interroger sur les motivations finalement pour se lancer dans ce genre d'expérience, qui, on va le voir, n'ont pas toujours besoin d'être aussi longues, je pense qu'on peut principalement citer 3 axes. Un premier qui est peut-être un peu naïf pour ce domaine de recherche aujourd'hui, mais qui, je pense, est très pertinent dans un cadre d'enseignement et par rapport au grand public, et qui était à coup sûr historiquement un élément important pour les chercheurs qui ont commencé ça dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est d'observer ce qu'ils appellent en anglais « evolution in action », que j'ai traduit par « évolution en marche », sans vouloir faire la moindre connotation politique, je me rends compte maintenant. Voilà, le deuxième aspect serait de comprendre les dynamiques et les mécanismes de l'évolution, de manière très générale, bien sûr, mais ces aspirations très générales ont été déclinées pour les expériences réalisées à ce jour dans des buts peut-être un peu plus circonscrits, comme le fait de quantifier, comme je l'ai déjà un petit peu, avec les méthodes que j'ai décrites précédemment, les dynamiques d'adaptation, d'étudier, et c'est aussi pour cela que l'expérience de Lenski contient ces 12 lignées parallèles, la répétabilité des observations que l'on va pouvoir faire, et une image qui était très chère à un évolutionniste connu, Stephen Jay Gould, et qui a été reprise par Lenski et plusieurs de ses collègues, c'est cette idée de rejouer les bandes de la vie, la cassette de la vie, je ne sais pas comment dire ça en français. Voilà. Et bien sûr, ça a été fait déjà avec des techniques génétiques simples, et c'est aujourd'hui exploré toujours plus en détail avec l'avancée des techniques génomiques, de comprendre les bases moléculaires de l'adaptation. En fait. Un troisième axe que je n'aurai pas le temps malheureusement d'aborder, mais qui est très important aussi pour l'évolution expérimentale, consiste à se donner les moyens d'utiliser l'évolution. Et c'est quelque chose qui, dans le cadre des biotechnologies aujourd'hui, est très important, puisqu'on sait faire ce qu'on appelle de la biologie synthétique. On sait introduire des modules métaboliques pour produire des composés d'intérêt, pour faire de la dépollution dans des espèces modèles. En général, on obtient des organismes qui ont une fitness extrêmement faible et qui ne sont pas utilisables en pratique. Et ces approches sont très souvent complémentées par une forme ou une autre d'évolution expérimentale pour améliorer leur croissance et augmenter leur résistance à différents composés chimiques. Voilà. Donc ça c'était une sorte d'introduction élargie, et le premier axe que je vais essayer de suivre, qui sera de très loin l'axe principal de cette présentation, c'était de vous donner une vue un petit peu générale de quelles sont les leçons que l'on peut tirer de 20 ou 30 ans d'évolution expérimentale. J'ai choisi de commencer par quelque chose de très visuel, qui est sans doute pas l'expérience la plus informative d'un point de vue conceptuel, mais qui est, je pense, très marquante. Donc ces chercheurs ont réalisé une boîte de pétri qui ne fait pas la taille de cet écran, mais qui est quand même très grande, puisqu'elle fait 60 cm par 1,20 m. Ils ont structuré cette boîte de pétri de manière à ce qu'à chaque extrémité, il n'y ait pas d'antibiotiques. La bande suivante contient une fois la concentration inhibitrice d'antibiotiques, ce qu'on va appeler la MIC. La bande suivante 10 fois, puis 100 fois, puis 1000 fois au milieu. Et donc vous allez voir, donc je l'ai encore accéléré par rapport au film de départ pour vous. Donc ici, une seconde correspond à 9 heures, la vidéo entière dure 12 jours. Et les zones noires sont donc les zones qui ne sont pas encore colonisées, et là où c'est blanc, vous allez voir pousser les colonies. Donc au début, les bactéries n'arrivent pas à coloniser les milieux avec antibiotiques, et on vient de voir une mutation à cette zone-là qui maintenant permet la colonisation de finalement assez rapidement des
zone à 1 et 10 en concentration. Puis on voit qu'au niveau de chaque frontière, en fait, on va avoir sélection de certains lignages qui vont être contre-sélectionnés et d'autres qui vont pouvoir se propager. Et à partir de ces images, en fait, les chercheurs ont pu retracer les différents événements de sélection qui ont lieu et aussi faire des prélèvements pour caractériser la résistance à cet antibiotique, ce que vous pouvez voir indiqué en couleur. Voilà, donc je pense que ça donne vraiment sans doute la meilleure image qu'on puisse avoir de cette idée d'évolution en action ou en marche. Et ça montre aussi que l'évolution est rapide. Vous avez vu comment en simplement 10 jours, 12 jours, une souche bactérienne a pu augmenter d'un facteur 1000 sa tolérance à un antibiotique qui est utilisé en clinique. Et donc c'est quelque chose de tout à fait pertinent. Voilà. On a de nombreux exemples, enfin comment dire, un autre aspect qui est important, c'est que c'est très dur de dire, en fait, une des questions que je me posais en préparant cette présentation, c'est y a-t-il des cas où l'évolution expérimentale ne marche pas ? On pourra toujours développer un argument que l'expérience n'a pas été faite de la bonne manière. C'est peut-être plus informatif de regarder la diversité des stress en fait, auxquels des chercheurs ont réussi à adapter des populations microbiennes. Donc on a vu dans la vidéo précédente, et on verra dans une autre expérience, des résultats similaires où il y a une augmentation d'un facteur à peu près 1000 de la résistance aux antibiotiques, et cela prend typiquement 10 à 15 jours, donc c'est une autre expérience, mais vous voyez que le temps caractéristique est tout à fait comparable pour cette condition ou ce traitement. Maintenant, si on s'intéresse à la levure de Boulanger, de cette étude a montré que en simplement 30 générations, Saccharomyces cerevisiae pouvait tolérer des quantités d'arsenic qui inhibaient au préalable la croissance. Donc là, on est sur des temps qui sont beaucoup plus courts, puisque c'est de l'ordre de typiquement 2 jours chez la levure. Enfin, un autre type de stress, comment dire, très sévère, pour lequel des résultats positifs ont été obtenus, constitue et la carence en thymine. Donc la thymine est une des bases qui constitue l'ADN. Et c'est un phénotype documenté depuis longtemps chez coli, que lors d'une carence en thymine, cela induit très rapidement la mort cellulaire. Et donc ces chercheurs ont réussi à faire évoluer des souches d'Escherichia coli qui ne sont plus sensibles à cette carence, qui ont donc retrouvé un taux de croissance comparable à l'ancêtre en absence, enfin plutôt pour des concentrations de thymine élevées. Mais comme vous pouvez le voir, dans ce cas, cela a pris une durée tout à fait longue, puisqu'on est ici sur quelque chose qui est de l'ordre de 1 à 2 ans. Voilà. Donc là, je vous ai donné, je pense, une image plutôt positive de l'évolution expérimentale. Je voudrais nuancer cela en indiquant que il y a plusieurs aspects assez frustrants de l'état de ce domaine, qui est que, encore aujourd'hui, c'est très difficile de prédire si l'adaptation sera possible et à quelle vitesse elle aura lieu. Et peut-être de manière encore plus remarquable, pour parler régulièrement avec des chercheurs qui utilisent ces approches au quotidien, les modalités à la fois phénotypiques et, ou plutôt de l'adaptation à la fois phénotypique et génétique, sont toujours extrêmement mystérieuses, plus imprédictibles. Plus encore sans doute que dans n'importe quel aspect de la biologie expérimentale, les gens qui font de l'évolution expérimentale ont du mal en fait à contraindre le système pour qu'il pour induire une réponse qui va aller dans la direction de ce qu'il souhaitait étudier. Voilà. Donc si on arrive maintenant sur des aspects peut-être un peu plus spécifiques, je vais vous reparler de l'expérience de Lenski, une observation tout à fait remarquable. Donc, quand on utilise cette mesure de la fitness en compétition que j'ai définie dans l'introduction, et que l'on regarde pendant les 50 000 premières générations de l'expérience, on voit que par rapport à l'ancêtre, donc c'est normal de commencer à 1, hein, c'est-à-dire que au début, la souche a la même valeur sélective que l'ancêtre, et on observe donc une augmentation de l'ordre de près de 70%, et un ralentissement très net de la vitesse à laquelle la fitness augmente. Voilà. Donc ici, il s'agit d'une autre expérience, celle que je mentionnais tout à l'heure, où il y a la sélection pour de la résistance aux antibiotiques, encore chez Escherichia coli. Et donc ici, on ne regarde pas la fitness, mais on regarde la concentration d'antibiotiques qui va inhiber la croissance chez ces bactéries au cours de l'expérience, comment cette concentration varie au cours de l'expérience.
Vous pouvez voir ici aussi qu'on a le même genre de courbure qui indique que l'adaptation, de la même manière, ralentit. Voilà, donc je pense que c'est clairement un aspect remarquable de l'évolution expérimentale, c'est que la vitesse à laquelle l'adaptation a lieu diminue au cours de l'expérience. Vous pouvez voir sur les graphiques de gauche qui correspondent à 2 antibiotiques différents que pour 5 ou 6 réplicas, 5, on a des trajectoires qui sont extrêmement comparables. Si on s'intéresse à la même question dans l'expérience de Lenski, vous voyez maintenant les 12 réplicas à partir des mêmes données, et on est aussi sur des trajectoires très comparables. Ce qui est une autre leçon sans doute de l'évolution expérimentale, c'est qu'au niveau phénotypique, finalement les dynamiques observées sont la plupart du temps tout à fait stéréotypées. Voilà, donc maintenant, je vais m'intéresser à ce que l'on peut apprendre quand on s'intéresse aux aspects génétiques de l'adaptation. Et de la même manière qu'on a vu cette reproductibilité ou cette réplicabilité de la trajectoire de la dynamique de la fitness au cours des expériences, si on s'intéresse aux premières mutations qui ont lieu et qui vont faire, comme vous l'avez vu sur la diapositive précédente, l'augmentation principale de la fitness. Donc là, la figure suivante vous montre les 5 mutations qui sont impliquées dans les 2000 premières générations, ce qui correspond à peu près à la moitié de l'augmentation de la fitness. Et chaque flèche correspond à des mutations qui ont été observées dans au moins une lignée. Vous pouvez voir le nombre au-dessus qui vous indique quelle lignée. Donc certaines mutations, comme celle-ci, sont observées de manière très répétées entre lignées. Dans d'autres cas, on observe qu'il s'agit de mutations différentes, mais toujours sur les mêmes cibles, en fait. Et la plupart du temps, elles produisent des effets phénotypiques assez proches. Voilà, donc c'est un autre aspect important, je pense, de l'évolution expérimentale, c'est ce que les chercheurs qui travaillent sur ces questions ont appelé le parallélisme. Et c'est quelque chose qu'on voit de manière extrêmement récurrente dans les différentes études. Donc ça correspond à quelque chose qui est sans doute antérieur à la possibilité de séquencer facilement des génomes bactériens complets. Si on regarde une étude un peu plus récente, on est maintenant chez Pseudomonas aeruginosa, pour laquelle le traitement est encore de faire de l'adaptation à des concentrations cette fois assez faibles d'antibiotiques. Ce que vous voyez, chaque cercle correspond à un génome. Donc en fait, l'image est très pixelisée. En fait, chaque cercle correspond sur l'image originale à 4 ou 5 cercles. C'est pour ça que vous pouvez voir sur ce cercle rouge, ici vous voyez 1 point et ici vous voyez 2 points. C'est parce qu'il y a en fait cette bande rose correspond à 4 ou 5 génomes elles-mêmes. Donc vous avez ici quelque chose comme je ne sais plus, 40 ou 80 génomes différents qui sont représentés de manière concentrique. Et chaque point va correspondre à une mutation. Et ce que je trouve tout à fait remarquable visuellement dans cette figure, et un dernier point à indiquer, c'est que la couleur des points va indiquer l'antibiotique auquel étaient exposées les cellules au moment où la mutation a été sélectionnée. Et donc ce que je trouve tout à fait remarquable, c'est qu'en fait les points d'une couleur donnée ont tendance à s'aligner le long des rayons, ce qui est une autre manière de visualiser ce parallélisme, puisque cela vous dit que pour vous adapter à l'antibiotique marqué ici en rouge, il est visiblement très bénéfique de fixer une mutation sur ce locus. Donc là, on avait une approche, on va dire, assez statistique des événements génétiques qui ont lieu au cours de l'évolution. Un autre aspect qui est très intéressant, c'est de prendre une approche dynamique et de se demander, voilà, au cours d'une expérience, quelle va être la succession des mutations qui vont sous-tendre les modifications phénotypiques que l'on a déjà pu décrire au moins en partie. Donc j'ai fait exprès de montrer cette figure, déjà parce qu'elle est jolie, et ensuite parce que c'est un mode de représentation classique pour ces questions, c'est ce qu'on appelle un diagramme de Muller. Vous voyez donc la fréquence chaque couleur en fait représente une nouvelle mutation, et vous voyez la fréquence de cette mutation dans la population au cours du temps. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire sur des patterns, des motifs remarquables dans cette figure. Je vais malheureusement devoir passer, et je vais m'intéresser principalement à 2 choses qui sont de se poser la question de... comment dire, une chose remarquable, c'est qu'en fait, la fréquence à laquelle les mutations ont l'air d'apparaître
ne change pas. C'est pas comme si les mutations devenaient de plus en plus rares, comme si on avançait dans l'expérience. Ça pose la question de savoir à quelle fréquence et dans quel ordre les mutations vont apparaître. Donc pour avancer un petit peu sur cette question, je trouve ce graphique informatif, puisqu'on retrouve donc la courbe d'augmentation de la fitness en vert au cours de cette fois des 20 000 premières générations, mais vous l'avez vu tout à l'heure, c'était cette courbe qui continuait à augmenter quand on allait jusqu'à 50 000. Et vous voyez mis en regard en bleu le nombre de mutations présents, cette fois c'est pour une lignée en particulier. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que alors que la vitesse d'augmentation de la fitness ralentit, comme on l'a déjà remarqué, le taux d'accumulation des mutations semble constant. Et c'est quelque chose qui a été confirmé dans des expériences plus récentes. Donc ça peut être a priori assez paradoxal. Et en fait, pour comprendre ça, il y a tout un domaine de l'évolution expérimentale qui s'intéresse à ce qu'on appelle l'épistasie. Donc l'épistasie, c'est un peu un gros mot, mais c'est un concept qui en fait est très simple. On parle d'épistasie à partir du moment où deux mutations interagissent et où l'effet de ces combiné de ces deux mutations va être différent de la somme des contributions respectives des mutations en question. Donc ce graphique illustre ce concept. Vous avez ici la fitness d'une population ou d'une souche ancêtre, la fitness de 3 souches qui ont chacune acquis une mutation, et vous voyez un cas qui correspond à ce qui est assez fréquent en évolution expérimentale, où on va avoir de l'épistasie négative ou antagoniste, c'est la même chose, c'est-à-dire que la fitness de AB ou de BC est clairement inférieure à la somme de... la différence par rapport à l'ancêtre est clairement inférieure à la somme des différences qu'on avait pour A et pour B. Et cet effet est, en tout cas dans cet exemple, encore plus marqué quand on arrive pour ABC, où finalement la troisième mutation n'a une contribution que très faible. Mais la fitness continue à augmenter, et donc on peut quand même continuer à fixer des mutations. Voilà, donc c'est avec ce genre d'argument que l'on explique l'augmentation continue de la fitness, mais aussi le ralentissement de l'adaptation, en dépit de l'acquisition à taux constant de nouvelles mutations. Et si on va aller plus loin dans ce genre d'analyse, je trouve ce genre d'approche extrêmement assez fascinante. Donc ce que les gens font dans ce cas-là, on reprend, je vous ai montré les 4 premières mutations, je crois, dans 2 diapos avant. Ah, je devrais peut-être pas faire ça. Ici, on avait les 4 premières mutations en jeu dans la manip de Lenski. Je crois que maintenant on va en avoir 5 sur ce graphique. Voilà. Ah. Hop, j'y suis presque. J'ai perdu la main. Allez, et encore un. Il est là. Donc, chaque ligne, en fait, vous voyez, chaque lettre correspond à une de ces 5 premières mutations en jeu dans l'adaptation pour cette expérience. Et donc, ce nœud dans le réseau va correspondre à la souche ancêtre. Chacune de ces 5 souches correspond à la souche ancêtre dans laquelle on a introduit une des mutations individuellement. La ligne suivante correspond à des paires, puis des triplets, etc., jusqu'à la souche qui va avoir ces 5 mutations combinées. Et donc cette souche, en fait, ou cette combinaison, on la voit avec des chemins différents dans la quasi-totalité des 12 réplicas. Et en fait, la couleur, ici, va vous indiquer la fitness par rapport à l'ancêtre. Et ce que vous verriez mieux si l'image était moins pixelisée, c'est qu'il y a beaucoup de traits qui sont des traits pleins, qui correspondent à des chemins, ce qu'on va appeler des chemins mutationnels probables, puisqu'ils correspondent à une augmentation de la fitness, mais il y a aussi certains traits qui sont indiqués en pointillé, pour lesquels en fait il y a une diminution de la fitness avec l'acquisition de cette nouvelle mutation, et donc ces chemins mutationnels ne seront plus possibles. Voilà, donc ça vous donne un peu un panorama du genre d'analyse génétique qui est possible. Après vous avoir donné cette image finalement là aussi assez unifiée des observations que l'on peut faire en évolution expérimentale, je voudrais nuancer avec 2 observations pour finir ma première partie. La première concerne les trade-offs. Donc les trade-offs sont un mécanisme régulièrement invoqué dans les arguments évolutifs qui correspondent au fait que la performance dans une condition va pouvoir être accrue, ou plutôt que le fait qu'une performance soit accrue dans une condition donnée va s'accompagner d'une diminution de cette performance dans une autre condition. Donc ici on a le cas d'une expérience où des chercheurs ont essayé d'adapter des souches d'un entérobactère qui n'est pas Escherichia coli à 2 types de carbone.
deux types de sources de carbone. Et vous pouvez voir clairement qu'il peut y avoir un trade-off positif ou un trade-off négatif. C'est-à-dire que quand vous êtes adapté à une des deux sources de carbone, vous allez avoir des performances plus élevées dans l'autre, ou à l'inverse, quand vous vous êtes adapté à l'une, vous allez avoir des performances plus faibles dans l'autre, légèrement plus faibles en ce cas. Ce qui est remarquable, ce sur quoi je veux insister avec ce graphique, c'est que alors que on observe ce genre de tendance quand on regarde la moyenne des comportements des différents réplicas, en particulier dans le cas rose, on va voir une diversité. Certains réplicas vont montrer des trade-offs négatifs, alors que d'autres vont montrer des trade-offs positifs. Et ça introduit une notion qui est importante en évolution expérimentale, qui est la notion de contingence. C'est-à-dire le fait que on ne va pas toujours avoir pour certains aspects phénotypiques ou génétiques, on ne va pas toujours avoir des parcours stéréotypés, mais qu'il va pouvoir y avoir des effets de chance, enfin de hasard ou de dépendance historique à la succession des événements qui auront eu lieu. Et je pense que pour le temps, je vais passer sur cette diapositive. Hop. Si l'ordinateur le veut bien. Ok. Non, c'est... Voilà, donc c'était un résumé partiel ou temporaire de ces leçons. Je pense que quelques concepts simples ou quelques idées simples qui se dégagent de ce tour d'horizon sont que les populations microbiennes s'adaptent à des conditions très variées et cela en général assez rapidement, que les dynamiques d'adaptation sont caractérisées par une décélération au cours des expériences. Le deuxième point que j'ai voulu mettre en avant, c'est cette notion de parallélisme et le fait que les événements génétiques en particulier vont être très semblables entre réplicas, ce qui constitue une signature de l'adaptation. Et enfin, que des aspects importants de l'adaptation, comme les trade-offs, vont être contingents et ne seront pas observés de manière systématique entre réplicas. Donc dans la suite, je vais, de manière beaucoup plus brève, aborder un petit peu la diversité des pratiques en évolution expérimentale. Et pour cela, peut-être que c'est une des rares slides que j'ai faites qui est un petit peu générale, où j'essaye d'établir une liste des prérequis pour pouvoir s'adonner à ce type de recherche. Donc on a besoin de choisir une espèce qui permette d'étudier des grandes populations, mais ça c'est rarement un problème avec des microbes. Quelque chose qui peut être plus un problème et qui fait écho à ce qu'on a pu entendre ce matin à propos du microbiote, c'est qu'on veut s'intéresser à des espèces microbiennes qui sont facilement cultivables en laboratoire. On veut aussi avoir des possibilités de stockage. Là encore, la plupart des souches microbiennes supportent bien la congélation. À partir du moment où elles sont cultivables en tout cas. Si on veut pouvoir faire des mesures de fitness et des expériences de compétition qui sont très informatives, on aura besoin qu'il existe que des marqueurs phénotypiques neutres aient déjà été identifiés ou de pouvoir les identifier facilement. Et enfin, pour les analyses consécutives à l'expérience d'évolution elle-même, il est très utile, voire indispensable, de pouvoir disposer d'outils de manipulation génétique. Voilà. Donc, si vous prenez ces critères, il existe dans la plupart des taxa des espèces modèles qui satisfont à ces différentes conditions. Il y a de nombreuses expériences qui ont été faites sur les bactériophages pour s'intéresser soit aux dynamiques évolutives des bactériophages en eux-mêmes, soit aux interactions avec les bactéries. De la même manière, les virus eucaryotes commencent à être utilisés aussi pour ce genre d'approche. Je pense que le coût est plus élevé en général la propagation de ces virus dans des cultures de lignées cellulaires, etc. Explique en partie pourquoi c'est moins populaire. Sans aucun doute, ce sont les bactéries qui sont les plus fréquemment utilisées. Il y a quelques expériences qui ont été menées aussi sur des espèces modèles d'archées. Et j'ai déjà mentionné des expériences avec la levure de boulanger, mais il y a de nombreux eucaryotes unicellulaires qui ont été utilisés pour cela. Et aussi, mais c'est en dehors du cadre de cette présentation, des expériences menées chez Caenorhabditis, la drosophile et même des souris. Voilà, alors cette slide est un petit peu... Ah oui, j'ai pas tout traduit, excusez-moi pour cela. Je vais essayer de vous accompagner dans sa lecture. On a vu donc comme protocole, ce protocole de transfert en série.
qui est historiquement sans doute le premier protocole utilisé, qui est très dominant aussi parce que c'est un protocole qui est simple à mettre en œuvre, qui est assez peu coûteux. Et je pense qu'il est apprécié puisque il a des caractéristiques, en particulier le fait que la taille de population varie, qu'on puisse jouer sur l'intensité du bottleneck, comment appelle-t-on ça, du goulot d'étranglement sur la taille de population, font que c'est aussi assez flexible. Et c'est des choses qui rendent ce protocole très populaire pour étudier donc les dynamiques d'évolution adaptative. De la même manière, quand on s'intéresse donc j'ai appelé ça habitat constant, puisque bien sûr l'environnement n'est pas constant, la taille de population change, les bactéries vont pouvoir parfois rentrer en phase stationnaire, etc. Mais on a une séquence de conditions stéréotypées chaque jour, ou en tout cas à chaque transfert. Si on veut travailler dans un état d'équilibre physiologique, il y a aussi de nombreuses expériences qui ont été faites avec des dispositifs de culture continue, où donc on peut garder la taille de population constante, et qui donc permettent là encore de s'intéresser à un habitat constant. Une autre approche qui gagne en popularité et qui est, je pense, très intéressante conceptuellement, consiste à maintenir une pression de sélection constante, ce que j'ai indiqué ici. Et j'ai choisi l'exemple de ce qu'on appelle un morbidostat, donc c'est une variante de dispositif de culture continue, où en fait, la concentration d'antibiotiques, dans ce cas, va être adaptée de manière dynamique au cours de l'expérience pour maintenir la population à un taux de croissance donné, légèrement inférieur en général à son taux de croissance maximum. Mais donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'une innovation ou qu'une augmentation de la fitness a lieu, l'intensité du stress va augmenter de manière à maintenir, encore une fois, une pression de sélection constante, ce qui va engendrer des dynamiques qualitativement différentes. Et enfin, une dernière chose que je voulais mentionner, qui cette fois ne s'intéresse plus à l'évolution adaptative, mais qui consiste à ce qu'on appelle des expériences d'accumulation de mutations. J'ai trouvé important de mentionner cela, puisque cela donne accès à comment dire, un aspect tout à fait différent ou à des ça va avoir un usage différent dans le cadre de la biologie évolutive. Quand on fait des expériences d'accumulation de mutations, on utilise le fait de faire des bottlenecks de cellules uniques, donc en repiquant des colonies individuelles de manière répétée. Et ce faisant, on annule en fait, enfin on annule la sélection naturelle et on laisse la dérive agir pour pouvoir voir en fait tout le spectre des mutations possibles, puisque toute mutation qui ne va pas empêcher la croissance pourra être propagée par ce type de protocole. Et cela permet en particulier d'analyser ou d'étudier ce que l'on appelle la distribution des effets de fitness, qui est un paramètre très important pour une analyse plus formelle des dynamiques d'évolution. Voilà. Et la slide suivante est assez minimaliste, mais j'ai voulu mettre en regard de cette diversité des protocoles d'évolution, ce qui pourrait être la diversité finalement des protocoles pour quantifier l'adaptation. En tout cas, mon point de vue sur cette question, c'est qu'il n'existe pas de mesures universelles ou de mesures empiriques qui soient définies avec une base théorique saine pour quantifier l'adaptation. Donc en fait, chacun fait ce qu'il veut. La fitness en compétition a été choisie par Lenski et par plusieurs pionniers de l'évolution expérimentale parce qu'elle était assez proche de certaines grandeurs de la génétique des populations, mais il y a aussi des expériences où on va suivre l'adaptation en regardant simplement comment le taux de croissance de chaque lignée évoluée change au cours de l'expérience. On peut regarder, lorsqu'il s'agit d'un stress létal, le taux de survie à un stress, par exemple, plus important que celui qui est utilisé pour l'évolution elle-même. J'ai pu montrer un exemple tout à l'heure où c'était la concentration inhibitrice d'antibiotiques qui était utilisée, etc. Voilà, donc j'arrêterai ici ce tour d'horizon de la diversité des pratiques pour regarder quelques minutes pour parler de ce qui est le cœur de cette journée, à savoir les interactions microbiennes. Et alors que j'ai déjà mentionné qu'il existait de nombreuses expériences faites avec des virus, en particulier des virus de bactéries, des bactériophages, et
parmi ces expériences, il y en a beaucoup qui s'intéressent aux interactions prédateur-proie, donc virus-bactérie ou bactérie-amibe. Mais malheureusement, je ne prendrai pas le temps de les aborder. J'ai choisi de parler, pour commencer, d'une expérience publiée très récemment, en novembre dernier, et qui est un cas assez rare, où les auteurs s'intéressent aux interactions mutualistes. Et on parle aussi dans ce cas de microbiome. Donc c'est vraiment pour vous donner une idée de ce qui se fait, on va dire, de qu'est-ce qui est à la mode aujourd'hui en évolution expérimentale, avec les aspects positifs et moins positifs des effets de mode. Les auteurs se sont intéressés à une levure, Candida albicans, qui est un pathogène facultatif. Ils ont inoculé des souris. Alors quand on veut inoculer des souris avec une souche de laboratoire, la plupart du temps, on a besoin de commencer par en fait, affaiblir fortement le microbiote avec un traitement antibiotique. C'est vrai pour Candida, c'est vrai aussi pour les bactéries, Salmonella par exemple. Et ensuite, ils ont utilisé leurs souris comme Lenski utilise ses tubes à essai, en faisant des passages répétés. Cette fois, ils faisaient un transfert chaque semaine. Et donc, au bout de... ils ont fait ça pendant 10 semaines. Et ils ont caractérisé un grand nombre de paramètres finalement concernant à la fois ces souches, mais aussi leur effet sur les souris à l'issue de cette expérience. Et une observation tout à fait remarquable, c'est que alors que Candida a 2 modes de vie, il peut être à la fois on dit planctonique, je pense, ou former des ifs. Dans le cas de ces souches, ce que vous voyez ici d'ailleurs, donc ici SC5314, c'est la souche ancêtre, et si vous regardez une colonie, elle va avoir cette apparence. Enfin, c'est pas vraiment une colonie, c'est un paquet d'ifs vu au microscope, et ça c'est une colonie qui est donc très étalée. Après 10 semaines d'évolution, on ne voit plus ces structures, mais on voit seulement des cellules individuelles qui vont faire des petits paquets, mais de taille infiniment plus modeste. Et les colonies ont changé d'apparence, elles sont plus rondes, plus brillantes, ce qui traduit aussi la disparition de ce phénotype de filamentation. Là où cette étude devient très intéressante, c'est que ce que les auteurs ont montré, c'est qu'au cours, donc non seulement la fitness de Candida dans l'intestin augmente de manière tout à fait marquée, puisqu'on a donc ça correspond à... Il faut rajouter un 1 pour se remettre dans l'échelle que vous aviez pour l'expérience de Lenski. On a une augmentation de 12% dans ce cas-là en 10 semaines, et donc 10 transferts par rapport à la souche ancêtre. Il y a aussi un effet protecteur induit par ces souches évoluées, puisqu'elles vont stimuler l'immunité innée et protéger contre un large spectre de pathogènes. Donc vous voyez ici une expérience où les souris qui ont été, donc ce sont des souris naïves, que l'on inocule maintenant soit avec la souche ancêtre, soit avec la souche évoluée, et que l'on soumet à un traitement extrêmement sévère, on leur fait une injection intraveineuse d'un pathogène, un autre pathogène fongique. Et alors qu'avec la souche ancêtre, l'ensemble des souris est mort après 28 jours et quasiment toutes déjà après 15 jours, vous voyez qu'il y a un quart de la population qui va survivre quand on les traite avec cette souche évoluée. Voilà. Donc là, on est sur des choses qui sont des interactions très complexes, et je voudrais prendre... j'ai 2 dernières diapositives pour parler de choses finalement beaucoup plus simples. La première consiste une expérience où on va quand même voir l'importance des interactions. La première, donc cette expérience constitue un petit peu le pendant de l'expérience de Lenski, mais cette fois en milieu statique. Alors que Lenski agitait ses flasques et qu'il ne pouvait pas y avoir de structure spatiale, Rainey et Travisiano avaient décidé d'étudier Pseudomonas fluorescens parce qu'ils savaient qu'il y avait de la diversification qui apparaissait en quelques jours lorsqu'on laissait les cultures statiques. Et donc vous pouvez voir ici une boîte de pétri qui vous montre que la diversité morphologique des colonies, indiquée en gros ici. Donc vous avez le type dominant qui est le type lisse, et ensuite un type ridé et un type fuzzy, je sais pas, de fourrure ou quelque chose comme ça. Et ça correspond aussi à des écotypes différents dans votre milieu de culture, puisque la souche lisse est planctonique. La souche ridée va faire un matelas à l'interface air liquide et créer en fait un fort gradient d'oxygène. Et la dernière souche, fuzzy, a tendance à sédimenter.
Et donc ce qui est tout à fait remarquable dans cette expérience, c'est que donc déjà ça montre qu'en inoculant avec un seul type, on va avoir une diversification très rapide. Là encore, on a une succession tout à fait stéréotypée de l'abondance de ces trois types, de ces trois écotypes au cours de l'expérience, pendant 10 jours. Et en fait, on peut expliquer cette séquence de colonisation avec un modèle simple dans lequel on prend simplement comme paramètre la fitness relative des différents écotypes et comment les interactions vont changer au fur et à mesure qu'un écotype a des effets de fréquence dépendance, en fait. Voilà, et je vais revenir pour finir sur l'expérience de Lenski. C'est un papier, un des derniers papiers sur cette expérience où ils ont pris des approches similaires à ce que Joël nous montrait ce matin sur le microbiote, c'est-à-dire qu'au lieu d'isoler des clones et de les séquencer individuellement, ils ont pris l'ensemble de la culture, toutes les 500 générations. Et ils ont fait ce qu'on appelle de la métagénomique, donc séquencer l'ensemble des génomes pour voir la diversité des allèles et l'abondance de chacun de ces allèles. Donc vous pouvez voir, ici vous voyez deux lignées, et ces graphiques vous montrent la progression des fréquences alléliques, chaque allèle étant indiqué avec une couleur. Donc certaines lignes, donc c'est des graphiques qui sont assez difficiles à lire comme ça, je n'y verrai pas grand-chose personnellement, mais je pense qu'on peut voir déjà une forte différence entre ces deux graphiques, et en particulier, le graphique du bas semble indiquer deux trajectoires d'assez longue durée. Voilà. Et donc en utilisant des modèles de génétique des populations pour essayer d'extraire l'information à partir de ces données, les auteurs de ce papier ont montré qu'en fait, cela était la signature de la coexistence de deux sous-populations de manière stable sur plusieurs dizaines de milliers de générations, dans le cas de ce réplica qu'on appelle ARA-6. Et si on regarde maintenant le reste des réplicas, vous voyez que tous n'ont pas cette signature, mais que la majorité d'entre eux montrent ce genre de dynamique. Et c'est quelque chose qui est très intéressant, puisqu'il y avait déjà eu un cas documenté très en détail sur la base de différences de taille des colonies, pour lequel il avait été montré que de la coexistence stable était possible par des effets de fréquence-dépendance, c'est-à-dire que en fait, un clone va être fit va être sélectionné tant qu'il ne va pas atteindre une fréquence trop élevée, et ensuite ça va induire une diminution à nouveau de sa fréquence, ce qui va pouvoir lui permettre de revenir à une fitness plus meilleure. Voilà. Et dans ce cas, c'était basé sur des échanges de nutriments entre une souche qui excrétait de l'acétate et l'autre, qui se focalisait sur l'acétate synthétisé par un type, alors que l'autre était focalisé entre guillemets sur le glucose. Et je trouve ça tout à fait fascinant, parce qu'en fait, l'expérience de Lenski a été conçue pour s'abstraire de l'écologie. En fait, ça a été conçu pour essayer de prendre le cadre le plus simple, le plus proche sans doute des hypothèses de la génétique des populations, et pour qu'il n'y ait pas ces effets d'interaction. Et ce que cette expérience, ce que cette analyse nous montre, c'est que ce n'est pas possible de s'abstraire de l'écologie, et que quelque part, les génomes bactériens ont été sélectionnés pour interagir, et que donc, si vous enlevez les interactions spatiales, ça va être des interactions métaboliques qui vont prendre le dessus, entre guillemets. Voilà, je m'arrêterai là. Et pour résumer, donc j'espère vous avoir montré que l'évolution expérimentale permet d'étudier l'évolution en marche, qu'on a des signatures nettes de l'adaptation, encore une fois, au risque de me répéter, constituées par le parallélisme. Donc je n'ai pas eu le temps de parler de cette parenthèse, et que la coexistence entre différents types est observée de manière récurrente dans différentes expériences et dans différentes lignées, ce qui montre l'importance de l'écologie finalement dans les dynamiques évolutives concernant les microbes. Je vous remercie pour votre attention.